Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous et d'avoir la chance de participer à l'événement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez décidé de consacrer du temps pour comprendre d'une façon approfondie les enjeux de santé mentale de la main-d'œuvre. Ça va être un plaisir pour moi de partager les résultats de la recherche qu'on effectue chez TELUS Santé. C'est une opportunité de faire avancer la discussion sur la santé mentale au travail. Puis c'est une discussion qui est importante, puis vous avez raison d'y accorder votre temps aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis c'est non seulement les changements en soi, mais on voit une accélération de l'évolution de ces changements. La santé mentale fait partie de cette évolution. Dans les 3 dernières années, on a eu des hauts, on a eu des bas. On a fait face à des défis de taille. Mais maintenant, notre santé mentale est différente. C'est important de le comprendre si on veut aborder les enjeux de façon pertinente. On sait aussi que tout ça, ça a un impact sur notre productivité au travail. Ça serait naïf de penser que tous ces changements qui affectent la santé mentale ne vont pas affecter à leur tour la productivité. Santé mentale, productivité, les deux vont ensemble. C'est encore plus important d'en être conscient aujourd'hui parce qu'on est dans une économie qui est propulsée par l'individu. L'innovation, la créativité, la collaboration, ce sont tous des aspects sur lesquels notre santé mentale a un impact. Puis malheureusement, l'impact peut être potentiellement très négatif. Alors, on va regarder ensemble certains éléments qui contribuent à l'impact. On va aussi porter une attention particulière aux générations plus jeunes de travailleurs. On sait qu'il y a des enjeux qui ont une incidence spécifique sur les plus jeunes travailleurs, mais quand on regarde nos données, c'est intéressant parce que l'impact n'est pas uniquement sur les plus jeunes, les 30, les 25 ans et moins. On observe que les enjeux continuent d'être présents chez les travailleurs qui sont un peu plus âgés. Donc, ça nous indique que les enjeux que les travailleurs ont plus jeunes les suivent dans leur progression de vie adulte. C'est une problématique de cohorte, pas une problématique reliée aux différents stades de la vie. Puis, c'est la réalité de la nouvelle population active. Alors, je vais partager beaucoup d'informations sur ces enjeux, sur les tendances qu'on observe. Puis, j'espère sincèrement que ça va nourrir votre réflexion sur l'impact que ça a sur la main-d'œuvre et sur les façons dont vous pouvez utiliser ces données en tant que partenaire de mieux-être. Parce que c'est important de ne pas se contenter d'accepter ces tendances. Maintenant qu'on comprend ce qui se passe, il faut entrer en action puis faire bouger les choses. Alors, la majorité de l'information que je vais partager avec vous proviennent de l'indice de santé mentale. Chez TELUS Santé, on a investi pour s'assurer d'avoir des données en temps réel sur ce qui se passe au niveau de la santé mentale des gens en emploi. Ça, c'est important de s'en souvenir. Les données que vous allez voir aujourd'hui proviennent de Canadiens en emploi. Alors, l'indice de santé mentale, ça représente l'une des plus importantes bases de données de score de santé mentale. Puis, on va revenir un peu plus tard sur ce qu'est le score en soi. Puis, ça regroupe les résultats d'un échantillon de 15 000 travailleurs à travers le monde. Les données qu'on y répertorie ont été recueillies de 2017 à aujourd'hui. Puis, depuis avril 2020, on recueille ces données sur une base mensuelle au Canada. L'échantillon au Canada, c'est de 3 000 individus. Alors, je veux souligner aussi que ce n'est pas des données qui proviennent de nos clients, parce que ça serait un échantillon qui serait biaisé, parce qu'on présume que les employés de nos clients vont mieux. Mais on voulait une véritable mesure de la population active. Puis, il y a une partie de ça qui se trouve dans les données de santé publique. Les données de santé publique sont excellentes, sont pertinentes, mais le délai pour les obtenir est plus long. Donc, on souhaitait avoir une fenêtre sur ce qui se passe au niveau de la main-d'œuvre réellement en termes de tendance, puis on voulait faire ça rapidement. Puis, je veux aussi mentionner que notre échantillon est représentatif au niveau des secteurs d'activité, des industries, puis au niveau démographique. Alors, l'indice de santé mentale, comme je l'ai mentionné, c'est un score, c'est une mesure qui nous aide à comprendre où la population en est en termes de santé mentale. C'est un score. Puis, on a aussi des indicateurs reliés au sentiment d'anxiété, au sentiment de dépression, d'isolement, d'optimisme. Puis, il y a aussi une section particulièrement intéressante où on fait une enquête pour comprendre ce qui se passe, de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui fait une différence. Alors, à nouveau, il s'agit d'une énorme base de données qui permet d'offrir une compréhension en temps réel du niveau de risque chez les travailleurs, des répercussions de la santé mentale sur le milieu de travail, puis des actions qui peuvent changer les choses. Puis tous les rapports sont disponibles gratuitement pour tous les pays qu'on couvre sur notre site Internet. Je vous invite à les consulter.
Donc, on observe des fluctuations de notre santé mentale au fil du temps. Au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'anxiété. Le sentiment d'isolement s'est aggravé. On vivait énormément d'incertitudes. Il y avait beaucoup de craintes financières. On a perdu notre sentiment de contrôle. Se sentir en contrôle, c'est très important pour l'esprit humain. Puis tout ça, ça nous a mis dans une position très difficile. Les personnes plus à risque sont passées en état de crise. Les gens qui allaient somme toute bien sont passés à un état plus vulnérable. Il y a eu une augmentation d'une certaine précarité pour la santé mentale au niveau de la société dans son ensemble. Puis ce qu'on observe avec nos données, c'est un décalage vers le bas de la santé mentale. Donc ensuite, on passe à une phase de profonde fatigue. C'est à ce moment-là que les gens qui n'étaient peut-être pas passés à une catégorie de risque plus élevée sont devenus épuisés. Puis remettez-vous dans la peau, dans vos émotions de ce moment-là, dans la pandémie. On était épuisés à force de suivre ce qui se passait dans les nouvelles, de suivre les points de presse à tous les jours, de faire attention à nos gestes, à nos déplacements, s'inquiéter pour nos enfants, s'inquiéter pour le travail. On était tous dans un état d'hyper-vigilance. Puis ça a engendré un épuisement parce qu'on n'avait pas vraiment de moyens de récupérer pendant cette période. Puis c'est aussi pendant cette période qu'on a vu de nouveaux mécanismes d'adaptation qui se sont installés. Pour certains, c'était des bons mécanismes, mais pour beaucoup, ce n'étaient pas des mécanismes sains. On observe une augmentation de l'utilisation de substances, notamment l'alcool, mais aussi de la consommation de médicaments sur ordonnance. Puis, c'est des mécanismes utilisés pour gérer l'anxiété, mais qui ont des conséquences plus tard. Puis maintenant, on est dans une phase où on ressent une sensibilité accrue au stress. Puis vous en avez probablement vu l'impact. On observe une augmentation de la violence armée, une recrudescence de comportements fondamentalement désagréables entre les gens. Puis si vous n'avez pas vécu ça vous-même, parlez à quelqu'un qui travaille dans un centre d'appel, parlez à quelqu'un qui travaille dans un café, parlez à quelqu'un qui travaille comme caissier dans une institution financière. Ils vont vous dire que c'est le cas. Donc, on est maintenant dans un endroit différent. Il y a plus de gens qui ont des problèmes. Les problèmes sont plus complexes. Puis quand on y pense, on vit ce stress accru, ce stress prolongé-là depuis 3 ans. Quand on traverse ce genre de tension pendant une longue période de temps, on ne revient pas comme on était simplement en arrêtant de porter un masque. Donc, pour mettre quelques chiffres là-dessus, on est passé d'environ 12 % de la population active. Donc, encore une fois, ce sont les gens en emploi, pas la population en général. Donc, 12 % à 34 % en ce moment. C'est une augmentation massive. Puis par risque élevé, on parle des personnes dont les symptômes, les émotions interfèrent avec leur vie personnelle, avec leur travail. On a également quadruplé les comportements de consommation d'alcool à haut risque. C'est très important, on n'en parle pas assez. C'est majeur de passer de 2 % à 8 % au Canada. Ça représente un problème imminent. On définit un risque élevé par 15 verres ou plus par semaine. 15 verres, ça sonne relativement difficile à atteindre, mais ça peut sembler peu quand on le regarde au quotidien. C'est quelques verres par jour. Mettez-vous encore une fois dans la peau de ce qui s'est passé dans la pandémie. Tout le monde est à la maison, les enfants sont à la maison, on essaie de faire l'école à la maison, de les divertir, de travailler. Toutes les journées sont un peu les mêmes. Le petit verre de vin du vendredi commence peut-être le mardi, puis ça se poursuit. Puis, c'est important de prendre conscience de ces comportements-là. 15 verres par semaine, c'est suffisant pour se placer dans une catégorie où on est plus susceptible de développer un trouble lié à l'utilisation de substances. Pendant une longue période de temps, c'est un niveau de consommation où on observe des changements au niveau du cerveau. Ce n'est pas une donnée insignifiante. Développer une sensibilité accrue au stress, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Fondamentalement, les humains ont évolué pour réagir au stress, être prêts au combat ou à fuir. C'est la réponse de lutte ou de fuite. C'est un mécanisme qui est complexe. Ça active des régions du cerveau qui contrôlent la peur, la motivation, la mémoire, l'humeur. Puis en général, c'est un mécanisme qui est auto-limitant. Donc, ça signifie qu'une fois que la menace n'est plus présente, le corps, l'esprit reviennent à la normale. Par contre, quand les facteurs de stress persistent, la réponse au stress reste activée. Puis une exposition à long terme aux hormones qui sont libérées par le stress vont entraîner une perturbation de la majorité des processus corporels.
Donc, quand on est soumis à un stress prolongé, comme on l'était pendant la pandémie, ou s'il y a des facteurs de stress persistants dans la vie personnelle, quoi que ce soit, le système de réponse au stress devient hypersensible. Ça nuit à notre capacité d'adaptation, au contrôle des émotions, à la capacité de ressentir de l'empathie pour les autres. Puis à ce niveau, encore une fois, ça ne revient pas tout seul. Après avoir été activé d'une manière excessive sur une longue période, le mécanisme reste activé jusqu'à ce qu'il y ait une intervention, qu'il y ait une action ciblée. Par contre, s'il reste activé, vous êtes plus susceptible de craquer, plus susceptible d'être en colère, plus susceptible d'être cynique, plus susceptible d'être impulsif. Ça, on l'observe beaucoup et dans plusieurs sphères de la société. J'ai déjà mentionné l'augmentation de la violence armée. Donc ici, on pense vraiment à un état d'impulsivité majeur. Puis tout ça jusqu'au phénomène de la grande démission. Donc ça se reflète aussi dans le milieu de travail. Puis tous ces changements ont vraiment un impact sur la façon dont on perçoit notre vie, dont on perçoit notre futur. Je veux mentionner un facteur de stress qui revient de façon constante. C'est le risque financier. Nos données indiquent une très forte corrélation entre le mieux-être financier puis la santé mentale. Donc, par exemple, les travailleurs sans fonds d'urgence sont près de 8 fois plus enclins que les travailleurs qui en ont un à évaluer leur santé mentale à un niveau de crise. Donc, le déclin du mieux-être financier qu'on observe depuis la pandémie, c'est un des facteurs ayant l'impact le plus significatif sur la santé mentale. Puis, pensez à ça un peu. Quand on est inquiet de ne pas pouvoir y arriver à la fin du mois, de ne pas pouvoir nourrir ses enfants correctement ou de juste se demander qu'est-ce qu'on va faire avec l'hypothèque qui s'en vient, c'est toujours en arrière-plan. Évidemment que ça a un impact. Les finances, c'est un sujet qui peut être très chargé émotionnellement, puis à plusieurs niveaux. Donc, ce qu'on voit en ce moment à l'écran, les travailleurs qui ressentent un sentiment d'inquiétude au sujet de leur avenir financier, c'est une grande proportion. Puis en plus, il y a le fait d'avoir des dettes, mais c'est pas simplement des dettes, c'est le fait d'être accablé par les dettes. Donc, il y a une optique sombre sur l'avenir, un accablement. Puis en plus, on note une barrière à aller chercher de l'aide à cause d'un profond sentiment de malaise. Évidemment que ça a une incidence sur la santé mentale. Donc, on vient de brosser un peu un portrait d'ensemble sur la situation actuelle, sur comment on s'est rendu là. Maintenant, on va regarder ensemble ce qui se passe chez les travailleurs selon leur âge. Puis, on observe une différence marquée pour plusieurs éléments. Alors, les 40 ans et moins sont 2 fois plus enclins de se sentir angoissés, 2 fois plus enclins de se sentir impuissants, puis 1,1 fois plus enclins à se sentir isolés. L'isolement, c'est un facteur de risque majeur pour la santé mentale. Quand on se sent isolé, ça empire la façon dont on perçoit tout le reste. Puis on observe aussi qu'il n'y a pas de différence selon l'âge au niveau de l'optimisme. C'est une excellente nouvelle. On peut construire là-dessus. Puis on observe que malgré des sentiments accrus d'angoisse, d'impuissance, d'isolement, les travailleurs plus jeunes sont enclins à penser que c'est simplement comme ça, que c'est la façon dont les choses fonctionnent maintenant. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est accepter plus de risques dans nos vies quand on n'a pas besoin de le faire. Donc, on observait une différence sur la santé mentale selon l'âge déjà en 2017, 2018, 2019, avant la pandémie, quand on a débuté à collecter ces données. Donc, il y avait une différence de 2 points entre les 40 ans et plus et 40 ans et moins. Donc, ici, on parle de notre score, de l'indice de santé mentale. Donc, ce que je veux dire par point, c'est l'échelle qu'on utilise pour évaluer la santé mentale. C'est une mesure. Donc, on a une échelle entre 0 et 100. C'est un peu comme un score d'examen. 80 et plus, ça va bien. Santé mentale est à un niveau optimal. 50 et moins, c'est un état très vulnérable, à risque élevé pour la santé mentale. Puis entre les deux, on a un niveau plus ou moins précaire, dépendant de où on se situe, plus proche de en crise ou de optimal. Une différence de 2 points au niveau d'une population, c'est significatif. Donc, quand on regarde en avril 2020, au début de la pandémie, l'écart de 2 points est passé à 9 points. Quand on regarde où on en est maintenant, la différence est de 11 points. L'écart s'agrandit. Les bouleversements qu'on a vécus ont un impact bien plus important sur les plus jeunes. C'est une tendance qui est aussi marquée au niveau de l'impact de la santé mentale sur la productivité. Encore une fois,
On observe une différence de quelques points en 2019. Puis je veux le répéter, santé mentale, productivité au travail, c'est relié. L'écart, selon l'âge, s'est élargi au début de la pandémie et continue de s'agrandir aujourd'hui. C'est un peu un effet boule de neige qu'on a de la difficulté à contrôler. C'est intéressant parce qu'au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'organisations qui rapportaient que la productivité avait augmenté, ce qui n'est pas cohérent avec un déclin de la santé mentale. Les gens étaient distraits par tout ce qui arrivait. Ce qu'on voyait, en fait, c'était que les gens travaillaient plus d'heures. Ça masquait le problème. Mais ce n'est pas une stratégie durable au long terme. Puis maintenant, les gens ont arrêté de faire plus d'heures. Le problème est évident. Je veux clarifier quelque chose de crucial ici avec vous aujourd'hui. Quand on parle de productivité au travail, de manque de productivité, baisse, hausse de productivité, c'est beaucoup en termes de l'effort qui est donné. Puis il y a cette croyance que les générations plus jeunes ne vont pas mettre autant d'efforts à l'ouvrage. Nos données ne supportent pas du tout cette croyance. Il n'y a aucune différence entre les groupes d'âge et l'effort discrétionnaire quand les employés se sentent bien. Aucune différence sur l'effort discrétionnaire quand ils ne se sentent pas bien. Donc oui, il y a une baisse de productivité, mais l'effort discrétionnaire reste le même entre les groupes d'âge. La différence, c'est au niveau du nombre de jours où la personne ne se sent pas bien. Et vous savez, les journées où on n'a pas bien dormi la veille, on était agité, préoccupé, on se sent plus vulnérable, plus ébranlé par nos émotions, quand on est distrait émotionnellement, qu'on n'est simplement pas en mesure de travailler à notre plein potentiel. La différence est au niveau de ce qu'on parlait un peu plus tôt au sujet des travailleurs plus jeunes qui ressentent de façon plus accrue l'incidence des bouleversements qu'on a vécus. Puis si on met des chiffres sur cette différence, les moins de 40 ans vont travailler en ne se sentant pas bien au moins une journée par semaine, 28 du temps, puis on en est à 18 du temps pour les 40 ans et plus. J'ai mentionné un peu plus tôt que les 40 ans et moins sont 1,1 fois plus enclins à se sentir isolés. Je veux le répéter, ça aussi, l'isolement est un facteur de risque majeur pour la santé mentale. Les êtres humains ont besoin les uns des autres. Nos relations nous aident à s'adapter au stress. On n'est pas fait pour être seul. On est fait pour faire partie d'une famille, faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'une équipe. Ça nous aide à s'adapter parce que ça nous donne du soutien. Puis quand on n'a pas de saine, de forte relation avec les autres, ça n'en prend pas beaucoup, ça en prend une au moins. Mais quand c'est inexistant, on est nécessairement plus vulnérable. Puis, on observe ça de façon constante aussi parmi toutes les régions qu'on étudie, que les travailleurs plus jeunes sont moins susceptibles d'avoir de bonnes relations avec leur famille, leurs amis et leurs collègues, et beaucoup plus enclins à avoir des relations tendues, particulièrement avec leurs amis. L'expérience d'amitié est différente. En amitié, on a besoin de se sentir accepté pour ce qu'on est, on a besoin de pouvoir être soi-même, mais ce n'est pas ce que les travailleurs plus jeunes ressentent en ce moment. La façon dont on se lie d'amitié, celle des expériences communes, la façon dont on interagit ensemble a changé. Ce n'est pas juste à cause de la pandémie, c'est en train de se passer depuis des dizaines d'années avant la pandémie, mais ça s'est accéléré. Il y a un manque de connexion, un manque de sentiment d'acceptation. Ça a un impact accru sur leur santé mentale. Ça a un impact accru sur la productivité. La distance qui est créée dans les relations interpersonnelles a aussi un impact sur le milieu de travail. Les jeunes générations sont moins enclins à vouloir travailler en équipe. Ils sont peu susceptibles de faire confiance à leur entourage, autant dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Donc, il faut favoriser les situations où les gens travaillent ensemble. Puis ça n'arrive pas nécessairement en mettant des gens ensemble dans des bureaux, mais il faut créer des opportunités. Sinon, il n'y aura pas autant d'innovation, il n'y aura pas autant de créativité. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement brillants individuellement, mais pas aussi brillants qu'un groupe de personnes qui travaillent vraiment en équipe. On parle souvent de stigmatisation reliée à la santé mentale quand on parle de différences générationnelles, au niveau de notre expérience avec la stigmatisation. Puis beaucoup de gens plus avancés dans leur carrière disent « Bien, quand j'étais plus jeune ou quand j'ai débuté ma carrière, tu ne pouvais pas dire telle ou telle chose, tu ne pouvais pas faire ça. » C'est vrai, c'était leur expérience à ce moment-là. On est maintenant. Maintenant, nos données montrent que ceux qui sont plus âgés ont une perception qui a évolué. Ils comprennent, ils sont plus à l'aise de parler de santé mentale maintenant.
Leur expérience passée ont très bien pu être différentes, mais aujourd'hui, c'est différent aussi. On n'observe aucune différence notable entre les générations dans le niveau d'aisance à discuter de sa santé mentale. Où on voit une différence, c'est dans l'appréhension de la réaction au travail. C'est un problème de confiance. On observe que les plus jeunes ont peur que s'ils osent parler de leur santé mentale au travail, révéler qu'ils ont un problème de santé mentale, que ça pourrait nuire à leur carrière. Ça semble un peu contre-intuitif, mais c'est la façon dont l'environnement est perçu, pas nécessairement le propre sentiment de stigmatisation. Alors ici, on étudie la façon dont les travailleurs perçoivent comment les autres vont les traiter. On voit moins de confiance dans les générations plus jeunes sur la façon dont leur employeur, leur gestionnaire, leurs collègues vont les traiter. Ils ne ressentent peut-être pas de stigmatisation envers eux-mêmes, ils ne vont pas discriminer les gens autour d'eux, mais ils sont inquiets que ça leur arrive. La stigmatisation, c'est important de l'aborder. C'est aussi important que l'isolement. Parce que quand les gens ressentent la stigmatisation autour d'eux, ça les empêche de faire ce qu'ils ont besoin de faire pour prendre soin d'eux-mêmes, d'aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Donc, en considérant tout ça, ce qui est bien, c'est que les employeurs se demandent ce qu'ils peuvent faire pour soutenir leurs employés. Alors maintenant, je veux partager avec vous quelques données qui vont aider à définir, je l'espère, les prochaines étapes de votre stratégie de soutien. Donc, c'est bien, c'est une bonne nouvelle que les employeurs se demandent quoi faire, mais ce qui est encore mieux, ce qui est excellent même, c'est que les stratégies, ce que font les employeurs, le soutien qu'ils offrent, a un impact, fait une différence chez leurs employés. Les employeurs qui démontrent un soutien visible pour la santé mentale ont des employés qui vont mieux, et ça, peu importe l'âge. Donc, ce qu'on voit ici à l'écran, les employés qui se sentent soutenus ont un score supérieur à la moyenne nationale de 7 points. Puis l'écart entre ceux qui ne se sentent pas soutenus et ceux qui le sont est encore plus grand. On parle de 15 points de différence. Puis parfois, parler de points, ça semble un peu désincarné, c'est une mesure. Mais si on s'y arrête un peu, 15 points, ça peut faire la différence entre être en crise, complètement paralysé par la situation, pas savoir quoi faire, puis être, oui, dans un niveau un peu plus précaire pour la santé mentale, mais avoir cet espace-là pour prendre du recul un peu puis se dire, ouf, OK, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, je vais aller chercher le soutien dont j'ai besoin. Ces stratégies font une différence. Puis il y a différents facteurs qui entrent en jeu au niveau de soutien pour la santé mentale, mais ce qui est clair, c'est qu'on peut aider, qu'on peut faire une différence. Pourquoi pas le faire? La santé mentale, c'est complexe. Un soutien adéquat, un soutien visible, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, on a les politiques, les pratiques organisationnelles, les avantages sociaux, les différents services et les programmes. On a aussi tous les éléments entourant la culture, le leadership. Chez TELUS Santé, on porte une attention particulière aux services. Toutes ces informations, ces connaissances que je partage avec vous aujourd'hui, tout ça, ça nous tient aussi à cœur. On l'utilise pour s'assurer que le soutien qu'on offre s'améliore de façon continue. C'est aussi important pour nous de partager avec vous toutes ces connaissances sur ce qui fait une différence. On veut vous aider de toutes les façons possibles, puis ça commence par vous armer avec des données supplémentaires pour comprendre de façon approfondie les enjeux, puis la réalité des travailleurs d'aujourd'hui. C'est un problème complexe qui doit être abordé dans des angles différents, puis je suggère qu'on travaille ensemble, puis qu'on s'assure de faire ce qui a besoin d'être fait ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente du soutien visible? Donc, on a des exemples ici pour chaque volet. Au niveau des politiques organisationnelles, on a par exemple les modalités de travail flexible, la flexibilité, un certain contrôle sur son travail. Ce sont des éléments visibles, efficaces de soutien en santé mentale. Si on regarde les avantages sociaux, les services, bonifier l'offre de soutien, c'est intéressant, mais ce n'est pas toujours possible. Les employeurs ont souvent déjà une vaste gamme de services, de programmes, mais les employés ne sont pas au courant. Ils se souviennent peut-être vaguement d'une communication, d'un poster sur un service en particulier, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'assurer que les services en place soient bien communiqués, que ce soit fait de façon répétitive. Puis finalement, au niveau de l'expérience du travail, il y a, oui, les communications, les discussions entourant la santé mentale, puis avoir un milieu de travail dénué de stigmatisation, un milieu de travail où les gens se sentent en sécurité psychologiquement. Puis un élément très important aussi, c'est la formation pour les gestionnaires. Les gestionnaires sont en première ligne pour orienter leurs employés vers les ressources disponibles,
mais il faut qu'ils soient évidemment au courant des ressources, mais qu'ils soient aussi en mesure de cibler les signes avant-coureurs, les facteurs de risque dans le milieu de travail pour la santé mentale chez leurs employés, mais aussi pour eux-mêmes. Donc, on vient de parler un peu des avantages sociaux, de leur importance. C'est important pour les employeurs de l'offrir, mais la valeur aussi est importante pour les employés. Ce qui est intéressant avec ce qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est encore une fois la mention de la flexibilité. Donc, on parle beaucoup de modalités de travail flexible, de travail hybride. La flexibilité, comme j'ai mentionné, c'est une forme de soutien important. Ça contribue à promouvoir une meilleure santé mentale. Pour les générations un peu plus âgées, les 40 ans et plus, l'importance de la flexibilité versus les avantages sociaux, les services est semblable. Donc, on a 36 niveau importance pour avantages sociaux, 31 sur la flexibilité. Mais je veux clarifier ce que je veux dire par importance. Donc, je parle ici d'outils de rétention d'employés. La flexibilité, les avantages sociaux sont des raisons principales qui incitent les employés à rester avec leur employeur. Ce pas des facteurs à négliger. Donc, grande importance, mais plus ou moins la même chez les 40 ans et plus. Chez les 40 ans et moins, par contre, les avantages sociaux et les services sont encore plus importants que la flexibilité. Ça fait une grande différence sur la façon dont ils perçoivent le soutien qui est reçu de l'employeur. Donc, on a l'avantage primaire, tangible du soutien, par exemple de l'aide pour une problématique de santé mentale, une situation de stress, mais il y a aussi la perception d'une valeur ajoutée qui les incite à rester avec leur employeur. Il faut garder ça en tête. Un autre élément qui est absolument fascinant, particulièrement dans un contexte inflationnaire où il y a beaucoup d'inquiétudes reliées aux finances, c'est que les 40 ans et moins sont plus enclins à préférer un meilleur soutien pour le mieux-être à une augmentation de salaire de 10 %. Donc, évidemment, ça ne va pas s'appliquer à tous les travailleurs de moins de 40 ans. Pour certains, cette augmentation de salaire-là pourrait faire une différence, mais 31 % c'est pas négligeable. C'est 3 employés sur 10. Donc, cette donnée par elle-même souligne l'importance du travail qu'on fait ensemble pour soutenir les gens en emploi. Maintenant, au niveau de la façon dont les gens interagissent avec les services. On a une personne sur 2, en général, un peu plus pour les 40 ans et moins, 6 travailleurs sur 10, 4 travailleurs sur 10 pour les 40 ans et plus, qui seraient intéressés à obtenir une évaluation en santé mentale si celle-ci était offerte de façon gratuite et confidentielle. C'est intéressant parce que je suis certaine que la majorité d'entre vous est en train de vous dire que c'est déjà disponible sous une forme ou sous une autre. Mais est-ce que c'est communiqué? Est-ce que c'est communiqué de façon standard et régulière? Est-ce que les employés comprennent que de passer ce type d'évaluation, c'est aussi important que les examens routines de leur santé physique? Il faut que ça soit intégré dans une stratégie de mieux-être. Puis, passer cette évaluation-là peut mener à l'utilisation des ressources de counseling. Donc, peu importe les facteurs qui ont mené à cet état de vulnérabilité de la santé mentale, le counseling fait une différence. Donc, basé sur nos données de PAE, donc notre programme d'aide aux employés, on sait que les employés qui accèdent ont une perte de productivité de 57 heures par mois en moyenne. Après le counseling, la perte de productivité est moindre. Il y a un gain de 21 heures de productivité par mois. Au courant d'une année, c'est 7 semaines de productivité. Absolument non négligeable. Il faut s'assurer que les gens soient au courant du soutien des services disponibles sur une base régulière, de façon répétitive, que les communications soient inclusives, sans stigmatisation, que c'est clair que la participation est sur une base volontaire et surtout que c'est 100 % confidentiel. C'est uniquement en communiquant de façon répétitive, puis en répétant le message, que le message va être entendu, puis finalement qu'il va être retenu. Puis vous voulez que le message soit retenu, que les employés sachent où aller quand ils ont besoin de soutien. Parce que l'impact est positif non seulement pour eux, mais c'est aussi clairement positif pour l'organisation. Je veux parler un peu aussi des différentes modalités de soutien. C'est un autre élément qui est très important. Pendant la pandémie, on a été en mesure de déployer des services de façon numérique. Ça fait des années qu'il y a du soutien numérique en santé mentale qui est disponible.
L'utilisation, le développement de ces outils-là a explosé dans les 3 dernières années. C'est excellent. Ça facilite l'accessibilité aux ressources. Ça apporte une aide concrète pour des gens qui, autrement, n'auraient peut-être pas été en mesure d'aller chercher de l'aide parce que leur situation personnelle ne leur permet pas de s'engager dans des sessions de counseling en personne. Donc, c'est bien, c'est là, c'est utilisé. Il ne faut pas oublier que pour la moitié des gens, la préférence, c'est du soutien en personne. Ils ont besoin de cette rencontre en personne pour développer la connexion nécessaire, pour être à l'aise, pour s'ouvrir, pour vraiment discuter du problème. Puis la dernière chose qu'on veut faire, c'est de limiter les choix. Parce que quand on limite les choix, on ajoute des obstacles à aller chercher de l'aide. Regardez un peu plus en détail ce qu'on voit ici. C'est près de la moitié pour les 40 ans et moins qui préfèrent une forme de soutien en personne. Donc, ça indique que cette donnée-là n'est pas poussée par les gens plus âgés, un peu, qui préfèrent démesurément un soutien en personne. C'est un besoin pour tous. Maintenant, on va parler un peu de ce qui fait une différence au niveau de la culture du leadership. La culture organisationnelle influence, de façon positive ou négative, la santé mentale, l'environnement dans lequel on évolue au travail, la perception des gestionnaires, les différents styles de leadership ont un impact mesurable sur la santé mentale et donc sur la productivité des employés. La culture organisationnelle, les traits des gestionnaires, ça se mesure. Nos données montrent une grande différence entre les types de leadership, les qualités particulières des gestionnaires et la santé mentale de leur équipe. Fondamentalement, être inclusif, être orienté vers le succès de l'équipe plutôt que son succès individuel, être simplement humain sont des qualités importantes. Puis on observe aussi que ceux et celles qui, en plus, sont inspirants, qui sont aptes à prendre des décisions sans rigidité excessive, qui ont aussi des employés qui se sentent plus en sécurité, plus à l'aise d'être eux-mêmes au travail. Tout ça, ça a un impact positif sur la santé mentale. Même chose ici au niveau des éléments de la culture organisationnelle. Donc, on a 9 indicateurs positifs, puis leur contraire dans chaque boîte. Puis on parle de la base, là. Se sentir en sécurité, être respecté, ne pas être dans un environnement hostile. C'est important parce que quand ces éléments ne sont pas en place, quand on ne se sent pas en sécurité, qu'on est méprisé, qu'on évolue dans l'hostilité au travail, il y a tellement d'énergie qui est brûlée pour survivre à ces conditions-là. Il n'en reste plus pour autre chose. On ne peut pas être productif, on ne peut pas innover, avoir un mieux-être optimal avec des conditions comme ça. Puis, c'est problématique quand certains pensent que les lieux de travail qui favorisent une bonne santé mentale sont faibles, donc improductifs. Puis c'est complètement aberrant de penser ça. Optimiser le mieux-être dans tous les contextes maximise nos forces, puis c'est tout aussi vrai sur le lieu de travail. C'est tout à fait possible d'avoir un milieu hautement performant, mais aussi sécuritaire émotionnellement et psychologiquement. Donc ça, c'est la base, être en sécurité, respecté au travail. Puis en plus de ça, on peut obtenir encore plus des gens en étant inclusif, en les inspirant, en étant flexible. Je m'excuse. Puis, ces éléments-là sont importants au point que ceux qui travaillent dans des organisations qui n'ont pas ces indicateurs positifs, donc que leur milieu de travail est caractérisé par des indicateurs négatifs, ces employés-là sont 2 fois plus susceptibles de souffrir de symptômes d'épuisement professionnel, 2 fois plus susceptibles de se sentir angoissés, 2 fois plus à risque de problèmes de consommation d'alcool. L'environnement dans lequel on évolue fait une différence. On se souvient que le déclin du mieux-être financier, c'est un facteur majeur qui influence la santé mentale. Alors, pour aborder cet enjeu, on a demandé aux employés qu'est-ce qui ferait une différence pour eux. Puis, ils indiquent qu'un régime d'épargne ou de placement automatique, c'est l'élément de soutien le plus important pour eux. Donc, les gens veulent voir des actions concrètes. Ils sont moins enclins de vouloir se faire dire quoi faire. Ils pourraient très probablement bénéficier de plus de connaissances, mais ils ne veulent pas se faire dire de faire un budget. Et la littératie, les formations, c'est important, mais c'est difficile à personnaliser. Il faut faire l'action pour les gens. Il y a évidemment des options de se retirer, mais avoir un régime automatique, c'est ce qui fait la différence, puis c'est ce que les gens veulent.
Donc, jusqu'à maintenant, on a fait un survol de ce qui fait une différence au niveau principalement des avantages, des services. On a regardé beaucoup la culture. Donc, on a dédié beaucoup de temps pour évaluer les pratiques reconnues par des organismes et des organisations externes, en plus de notre propre recherche sur ce qui constitue un milieu de travail qui fait la promotion d'une saine santé mentale, donc un milieu de travail qui fait une différence. Donc, on va regarder ici un peu plus les politiques organisationnelles. Alors, par exemple, on a consulté beaucoup la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail, les dernières recommandations de l'Organisme mondial de la santé sur la santé mentale au travail. Donc, ça a été publié en septembre dernier. Puis, on a rassemblé le fruit de nos recherches dans l'Indice de stratégie organisationnelle pour la santé mentale. C'est un outil d'auto-évaluation qui est disponible en ligne, sans frais, qui aide à comprendre où les organisations se situent en termes de politique organisationnelle pour le soutien de la santé mentale. Donc, essentiellement, c'est un représentant de l'organisation qui accède à l'outil, puis qui complète l'évaluation. L'évaluation, c'est un outil de recherche objectif où on pose des questions sur quelles politiques, quels programmes sont en place au sein de l'organisation. Le but, c'est de couvrir toutes les possibilités pour avoir une vue d'ensemble vraiment complète. Après avoir fait ce recensement-là, le client reçoit un rapport. Puis dans le rapport, on a un score qui indique où l'organisation se situe sur un modèle de maturité pour le soutien en santé mentale apporté aux employés. Donc, ce score, on a aussi des recommandations qui sont personnalisées sur les prochaines étapes à considérer pour leur stratégie organisationnelle en santé mentale. Puis, ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est un outil de comparaison. Donc, c'est non seulement le score de l'organisation en soi, avec les recommandations, mais c'est aussi possible pour les organisations qui participent de se comparer. C'est un outil de comparaison. Jusqu'à maintenant, on a plus de 700 organisations qui ont complété l'évaluation. Ça nous a permis de développer des données de référence robustes. Alors, une organisation peut se comparer son score avec ceux d'organisations pairs au niveau du secteur d'activité, de l'industrie, de la taille de l'organisation. Donc, c'est un outil qui est vraiment pertinent. Donc, après avoir analysé toutes ces données, on observe qu'il y a place à l'amélioration. Même principe ici pour l'échelle utilisée, semblable à l'indice de santé mentale. Un score de 80 et plus, c'est une situation qui est optimale. 50 et moins, c'est une situation qui est à risque. Puis entre les deux, on a un gradient qui indique une certaine précarité. Donc ici, on voit les scores qui sont fournis pour chaque niveau de maturité. Donc, on a 4 niveaux. On s'en sort bien au niveau du premier niveau. C'est le niveau de la conformité en termes de gestion de risque. Est-ce que, par exemple, il y a en place une politique contre le harcèlement au travail? Il y a définitivement place à l'amélioration, même juste au niveau du soutien de base. Donc ici, on regarde le score du niveau fondamental. Donc, ce sont des services, des programmes réactifs. Est-ce que les employés savent où aller pour demander de l'aide? Est-ce que la qualité des services est suffisante? Il y a aussi place à l'amélioration pour du soutien proactif. Donc, on se souvient, la santé mentale, c'est sur un continuum. On n'est pas au même endroit sur le continuum, dépendant où on est dans notre état de la vie, dépendant à ce qu'on traverse. Donc, on passe peut-être de optimal à précaire à plus à risque, puis on revient. C'est important aussi d'avoir des programmes qui sont proactifs pour promouvoir une bonne santé mentale, promouvoir le développement d'outils de résilience. Donc ça, on a du chemin à faire pour soutenir les employés à ce niveau-là. Puis aussi, au-delà de ça, pour l'intégration du soutien en santé mentale au sein de la culture organisationnelle. Donc, il y a du chemin à faire, mais ce qui est encourageant, c'est que plus de la moitié des employeurs aspirent à être exemplaires, à être des leaders dans les politiques organisationnelles pour le soutien de la santé mentale. Puis, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui, puis je prends cette opportunité pour vous présenter Santé mentale globale. Donc, toutes ces données, toutes ces tendances, toutes ces recherches, on l'a utilisé pour développer la prochaine génération de soutien en santé mentale. On a développé une approche différente. Donc, on vient de discuter ensemble de la détérioration significative de notre santé mentale collective, de la sensibilité accrue au stress, de l'augmentation de la proportion des travailleurs qui sont dans une catégorie de risque élevé pour la santé mentale. Donc, en ce moment, on a des programmes d'aide aux employés. Les PAE fonctionnent. Les PAE sont une aide concrète
mais c'est du counseling à court terme, 5, 6 sessions, particulièrement pertinent pour des éléments, des situations, des problèmes qui sont de courte durée. Mais ce qu'on observe, c'est que oui, le besoin de soutien de courte durée est toujours là, mais il y a une évolution, il y a un nouveau besoin de plus en plus grand qui est de soutenir les gens pour des problématiques à plus long terme. Puis, on ne peut pas s'attendre de simplement continuer de faire ce qu'on a toujours fait, d'offrir les mêmes solutions en termes de soutien. Donc, on a mis sur pied une approche globale qui permet de soutenir autant les gens qui vivent une situation stressante, mais de courte durée, que ceux qui ont des problèmes chroniques à long terme. C'est une expérience qui est repensée, qui comprend tout le soutien d'un PAE traditionnel, mais en plus, on a l'intégration avec les programmes d'assurance sociaux pour assurer une continuité des soins. On a des parcours de soins personnalisés pour des conditions spécifiques qui sont fondées sur des données probantes puis sur les meilleures pratiques cliniques. Puis il y a aussi un élément que je trouve absolument fascinant, c'est un soutien continu d'aide à la navigation. Ce soutien-là fait une différence. Il y a du personnel dédié qui détient un diplôme de premier ou de deuxième cycle dans une discipline clinique, qui informe, qui accompagne la personne à chaque étape. Donc, ce personnel-là va aider les participants à s'orienter de façon appropriée parmi toutes les ressources, les outils qui sont disponibles. Ils aident à la prise de rendez-vous. Ils peuvent compléter certaines tâches administratives comme remplir des formulaires de réclamation, soutenir dans le processus de référence vers d'autres ressources. Donc, ces gens-là sont vraiment là pour enlever le plus de barrières possible pour aider les participants à focusser sur ce qui est important, sur leur santé mentale, sur leur thérapie, sur leur progression. C'est aussi une plateforme qui permet aux cliniciens de faire un suivi régulier des progrès de leurs patients, même entre les séances. Les cliniciens ont un accès qui leur permet, entre autres, de voir les activités qui sont complétées entre les sessions, puis de suivre les progrès. Les consultations sont disponibles autant en personne que de manière numérique. C'est tout aussi simple de passer d'une modalité à l'autre. On l'a vu, les rencontres en personne demeurent la préférence pour la moitié des gens. On veut s'assurer que les gens aient accès aux soins de la façon avec laquelle ils sont le plus à l'aise, qu'il n'y a pas d'obstacles supplémentaires pour accéder à des soins en personne. Avec Santé mentale globale, on s'assure que l'accès au soutien est fait de la façon la plus simple possible, que l'expérience soit engageante, puis qu'on fasse tomber les obstacles autant que possible pour soutenir les employés. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En résumé, on a vu que la pandémie a agrandi l'écart entre les travailleurs plus jeunes et les travailleurs un peu plus âgés. Puis on voit aussi que toutes ces préoccupations-là au niveau de la santé mentale ont un impact sur la productivité au travail. C'est pas surprenant. Je vais arrêter le micro. C'est pas surprenant, mais c'est là, il faut l'aborder. Puis on voit aussi que tous les éléments entourant les sentiments accrus d'isolement, d'anxiété, d'angoisse, que ça reste avec les travailleurs un peu plus jeunes, que ça les suit dans leur progression de carrière. Il faut garder ça en tête. Puis que pour l'instant, il n'y a rien qui indique que sans action ciblée, la situation va changer. Alors, il y a des... Non! Excusez-moi. Il y a des actions clés à considérer. Ce que vous pouvez faire de façon concrète, c'est premièrement de vous informer, de comprendre les risques, les enjeux qui sont reliés à la santé mentale, exploiter les données qui sont disponibles, puis ayez des conversations orientées par ces données. Considérez aussi le risque de rien faire. On comprend ce qui se passe en ce moment. Puis à partir de là, projetez ce que seront les enjeux, les coûts plus tard. Le groupe de travailleurs plus jeunes ne sont pas plus vulnérables parce qu'ils sont plus jeunes. C'est une problématique de cohorte et ça va se poursuivre. Il va simplement avoir plus de risques dans la population avec le temps. Si je vous disais que les risques cardiovasculaires ont passé de 10 à 40 chez les jeunes, ce n'est pas des vrais chiffres, c'est pour l'exemple, mais le statu quo à ce moment-là ne serait pas acceptable. Il y aurait des actions concrètes de mise en place rapidement. Le statu quo, ce n'est pas une option pour la santé mentale non plus. On vous recommande une approche à 3 volets. Donc, donnez une attention particulière à vos services, à vos avantages sociaux. Ce sont des services qui sont de grande valeur puis qui sont appréciés des employés. Faites la promotion de la formation
pour vos gestionnaires. Assurez-vous d'avoir une bonne gestion du changement. On l'a vu, la perte de contrôle, c'est très, très difficile pour l'être humain. Assurez-vous que les communications soient standards, soient régulières. Tout ça pour vraiment promouvoir la santé mentale au travail. Puis finalement, examinez la pertinence de vos avantages sociaux, mais en ayant en tête l'importance de soutien pour le mieux-être financier. Parce que comme on l'a vu, il y a un lien très fort entre le mieux-être financier et la santé mentale. Alors, en terminant, on est tenu de comprendre les tendances, mais on n'est pas tenu de les accepter. Alors, je vous invite à prendre position aujourd'hui, puis à développer des actions. Merci beaucoup.